Bonjour tout le monde. Je vois que ça commence à se remplir gentiment. Bienvenue. Et puis, on va se donner 5 petites minutes avant de commencer, histoire de laisser à tout le monde le temps d'arriver. Euh, donc voilà, bienvenue, bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Et bonjour. bonjour. Euh, on voit qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent, donc bienvenue, bienvenue. Donc déjà, un grand bienvenue à tout le monde et puis une petite info. Ce webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper vos caméras. Je le redirai hein, il y a d'autres personnes qui arrivent. Euh, voilà, très bien. Alors, Marie me dit qu'il n'y a plus personne en salle d'attente, donc on va tranquillement commencer, et puis on verra si tout le monde est là. En tout cas, bienvenue tout le monde. Donc, c'est le troisième épisode de cette série. Euh, donc, on a décidé de faire une série de webinaires en partenariat avec le collectif des associations citoyennes pour un petit peu explorer les enjeux de la vie associative et les risques aussi qui pèsent sur cette vie associative et comment on peut collectivement essayer de trouver des modes d'action et de réponse à ces risques-là. Donc, sur le petit site, sur le mini-site qu'on a dédié à ce cycle de webinaires, vous pourrez retrouver toutes les ressources qu'on peut échanger lors de ces webinaires, ainsi que les replays. C'est pour ça que je rappelais que ce webinaire est enregistré. Euh, donc, c'est les travaux, enfin, ce webinaire se base sur des travaux qui ont été menés et sur notamment un livre collectif auquel le CAC a contribué, qui s'appelle Quel avenir pour le monde associatif, me semble-t-il, probablement que j'ai fait une erreur, mais comme souvent. Euh, et donc, dans ce livre, il y a un questionnement autour des scénarios d'affaiblissement et des scénarios de renforcement du monde associatif. Dans les scénarios euh, d'affaiblissement, il y a les attaques aux libertés associatives dont on a pu parler lors du premier épisode. Euh,
il y a aussi la question de la marchandisation des associations, qui était le sujet de notre deuxième épisode. Et du coup, aujourd'hui, on va se consacrer au sujet de la managérialisation des associations et de qu'est-ce qu'on met derrière ce gros mot et de comment on peut euh, dépasser ces questions de managérialisation et imaginer des fonctionnements les plus démocratiques possibles. Pas de souci pour les problèmes de connexion. Connectez-vous comme vous le voulez et comme vous le pouvez surtout. On va tranquillement commencer les interventions. En effet, je m'étais trompée sur le titre du bouquin parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. C'est Quel monde associatif demain? Jean-Baptiste a mis le lien vers ce livre dans le chat. Je vous invite à utiliser le chat pour mettre les liens et les informations que vous souhaitez partager avec les autres. Toutes les ressources qui seront partagées à cet endroit seront aussi dans le petit site qui capitalise les apprentissages de ces webinaires. Et du coup, eh ben, on va demander, on va proposer en tout cas euh, à, à Marianne du collectif des associations citoyennes de nous donner un peu d'éléments de contexte et de définition et de compréhension de qu'est-ce qu'on met derrière ce gros mot de la managérialisation. Euh, voilà, voilà. Évidemment, on vous donnera la parole après, mais on a tout un ensemble d'interventions sur la première heure. La deuxième heure sera vraiment consacrée aussi à faire remonter vos expériences et vos ressources. Marianne, je te laisse commencer. Merci, bonjour à toutes et tous. Oui, alors donc moi je vais vous dérouler un petit temps de présentation de qu'est-ce qu'on entend sous ce terme de managérialisation, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là qui est pour nous un des vecteurs d'affaiblissement du monde associatif. Ensuite, Jean-Baptiste nous apportera l'antidote, enfin on l'espère, voilà, à ces phénomènes de managérialisation. Et puis, on aura des expériences sur le terrain qui nous seront amenées pour essayer de à la fois comprendre qu'est-ce que c'est que cette managérialisation et comment on fait concrètement dans nos pratiques pour y faire face. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Pour nous, la managérialisation des associations, ça désigne l'entrée dans les associations des techniques de management issues de l'entreprise privée lucrative, perçues comme le seul management légitime ou corollaire de la marchandisation des associations qu'on a vu dans l'épisode précédent. Alors qu'il existe d'autres formes d'organisation collective possibles et des savoirs associatifs qui sont autres que ceux venus de l'entreprise privée lucrative. Le terme même, ce terme un peu barbare, il vient du terme management qui désigne la direction des entreprises et ses techniques de gestion. Il y a une note qu'on vous fera passer. Alors, je vais vous donner un peu à chaque fois des ressources au fil de ma petite description, là, ma petite introduction. Il y a une note très intéressante de Quentin Mortier d'une association belge qui s'appelle SAWB, qui a fait toute une note sur la managérialisation et qui dit que c'est un système de description, d'explication et d'interprétation du monde à partir des catégories de la gestion. Donc, il désigne une des caractéristiques pour lui de cette approche et l'importance prise par la rationalité instrumentale, c'est-à-dire l'adaptation et la subordination des moyens aux fins. Et cette managérialisation, elle ne vient pas comme ça par hasard, c'est le fruit d'une histoire et c'est la mise en pratique de la nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui arrive en France dans les années 80. Et cette nouvelle gestion publique se donne pour objectif de rendre l'État plus efficace en lui appliquant les méthodes de gestion, de management, d'organisation du travail du privé lucratif. Et son objectif, finalement, est d'arriver à maximiser le rapport entre le coût et l'efficacité d'un service
c'est finalement une déclinaison technique de l'idéologie néolibérale. Elle introduit donc dans les services publics d'abord et par ricochet dans les associations l'idée qu'il est possible de faire mieux avec moins en appliquant des méthodes, les méthodes d'évaluation quantitative et de management par objectif. Finalement, elle fait entrer dans les associations les outils, les méthodes de gestion du privé lucratif qui sont jugées plus légitimes, et elle invisibilise et ringardise finalement les savoirs associatifs d'organisation collective qui sont jugés peu fiables, peu compétents, etc. Dans ce livre-là dont a parlé Léa tout à l'heure, Quel monde associatif demain, Michel Jezekel consacre un chapitre sur cette question de la managérialisation. Il est directeur, il était, quand il a écrit ce livre, ce chapitre, directeur d'une association d'action sociale, et il voit dans cette managérialisation, je le cite, une idéologie qui veut étendre les principes de la gestion à toutes les sphères de la vie sociale et humaine. Cela réduit l'association à sa dimension gestionnaire, niant par là son essence même, classant celle-ci comme outil économique et non plus espace politique. Et cette managérialisation, elle amène l'association à perdre sa dimension de transformation sociale, d'émancipation, d'autonomie, pour s'inscrire dans un univers où le social est abordé comme un marché, c'est lui aussi qui l'écrit, sur lequel il convient de développer toujours plus de services. Donc, on voit bien comment cette managérialisation est indissociable du processus de marchandisation qu'on a vu dans l'épisode précédent. Par ailleurs, elle se caractérise aussi par un modèle vertical où la question démocratique perd de sa place. Et puis, elle fait un peu disparaître la question des relations humaines. Il y a un rapport du Haut Conseil à la vie associative, ça aussi on vous fera suivre, qui est très intéressant sur l'impact de la concurrence lucrative sur le modèle économique associatif, qui dit: les outils et modes de gestion dans lesquels les associations doivent s'insérer sont justement ceux qui réduisent la dimension humaine dans l'organisation de l'entreprise. Ces phénomènes, cette managérialisation, elle passe aussi de manière parfois très douce, sans forcément qu'on s'en aperçoit ou qu'on le questionne, par les mots qu'on emploie. Des mots qui finalement peuvent façonner notre imaginaire et aussi notre réalité. Et notre réalité, et sans doute, la transforme un petit peu sans qu'on le réalise vraiment. Si on prend par exemple le mot gouvernance, ce mot, il est partout aujourd'hui, il veut désigner notre organisation collective. Et d'où est-ce que vient ce mot? Il apparaît en fait dans les années 70 à propos des entreprises privées sous le mot corporate governance, pardon pour mon accent anglais, c'est-à-dire le gouvernement des entreprises, pour ensuite largement s'étendre au domaine public. On a donc là encore emprunté un terme qui vient de la gestion de l'entreprise privée et qui, si on pousse l'analyse, peut invisibiliser les processus complexes de décision collective pour l'intérêt général au profit d'une vision technocratique, d'une bonne gestion des intérêts particuliers. Il y a encore une très bonne ressource qui s'appelle Le pouvoir des mots. C'est un livre de Transrural dans lequel il décrypte un peu des mots clés comme ça. Et Jean-Claude Balbo des CIVAM décrypte ce mot gouvernance, et il nous appelle à en guérir parce que, dit-il, échappé du vocabulaire des institutions privées, la gouvernance est le modèle de régulation des entreprises gouvernées par des gestionnaires pour offrir des garanties aux actionnaires. Choisir ce mot, pour lui, c'est choisir un modèle technique plutôt que politique. Et après, ce qu'on peut se dire aussi, hein, pour essayer voilà, c'est qu'à force d'utiliser ce mot, de le tordre dans tous les sens, d'essayer de chercher comment on peut s'organiser mieux collectivement, on peut peut-être se le réapproprier et lui redonner un sens propre, nous le réapproprier à notre sauce, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était quelques éléments et puis quelques ressources un peu pour poser
pour poser le cadre de ce qu'on entendait derrière ce terme-là. Et maintenant, je passe la parole à Jean-Baptiste. Merci. Alors, bon, j'espère pas trop décevoir tout le monde, puisque donc l'enjeu c'est de trouver des antidotes. Il n'y a pas il a pas de recette miracle, c'est évident. Par contre, il y a des ingrédients peut-être à combiner ensemble selon les configurations dans lesquelles on bosse. C'est ce qu'on va essayer de voir. D'abord avec mon intervention, puis aussi avec les interventions à suivre de Fanny, de la Maison des associations de Morlaix, et puis de Charlène Hellebois, de la Fédération des Arts de la rue Île-de-France, qui vont pouvoir illustrer, compléter. Et c'est vrai que sur ce cycle de webinaire, je fais une petite parenthèse, mais c'était important pour nous d'avoir des guests, des invités, des personnes qui sont capables d'apporter des compléments de point de vue vraiment acteurs de terrain. Et donc, je les remercie beaucoup. Peut-être juste pour finir mon introduction, dire que comme les autres interventions webinaires RNMA, c'est une manière de poser un sujet pour en faire une invitation à un travail collectif. Et peut-être que sur la lutte contre la managérialisation, c'est encore plus ce webinaire que les autres, une invitation à l'action et à se retrousser les manches ensemble. Mais ça, on verra ça, je pense, dans la deuxième heure. Voilà. Pourquoi est-ce que ce sujet est important? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses à faire? Moi, l'idée de mon intervention, c'est alors, je vous ai préparé un plan, je ne sais pas si on peut le montrer, mais c'est une question principale qui est une gouvernance, alors entre guillemets, mais on y reviendra évidemment sur les termes. On a déjà commencé à échanger sur cette notion dans le chat. Une gouvernance, entre guillemets, associative démocratique, est-elle possible? Et il y a deux sous-questions. Pourquoi serait-elle souhaitable? Et comment serait-elle possible? Alors, pourquoi serait-elle souhaitable? Ça revient à la question pourquoi ce sujet est important et pourquoi on a des choses à faire ensemble sur cette thématique. D'abord, parce que c'est ce qu'on peut appeler une source d'amélioration du monde associatif endogène. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartient en propre, nous, acteurs associatifs, d'améliorer le fonctionnement interne de nos propres structures. Et c'est important parce que Léa a bien dressé le tableau des composantes du scénario de l'affaiblissement qu'on visite donc au gré de ces webinaires. Mais le point commun de de toutes les autres composantes de l'affaiblissement, c'est que ça met en jeu des acteurs qui ne sont pas que des acteurs associatifs, et donc ça renvoie à la capacité d'envisager un certain nombre de partenariats. Et donc, pour dire autrement, sur les autres composantes, tout ne dépend pas que de nous. Sur la question de comment est-ce qu'on arrive à toujours mieux faire démocratie en interne, c'est un sujet où on n'a personne à attendre pour s'y mettre. Et c'est en ça où c'est une source d'évolution endogène qui, pour difficile qu'elle soit, est quand même à portée de main. Voilà. Pourquoi ce sujet est important? Alors, je remercie Marianne parce qu'elle a réussi à contextualiser en- en quelques mots d'où venait en fait cette importance, mais on peut souligner que c'est aussi lié à une exigence minimale de cohérence entre les principes d'action et les actions dans nos structures, entre les valeurs qu'on veut porter et la réalité, la concrétude, la manière dont on arrive à concrétiser ou pas ces valeurs. Euh, pour faire très vite, d'abord, bon, dire là, tout ce que je dis là, c'est un texte écrit et donc on va pouvoir vous le renvoyer et vous verrez. Alors, il y a toute une citation là du livre Une histoire des libertés associatives où dans les 10 pistes d'amélioration du monde associatif, je décris un des leviers qui est celui-là. Commencer simple et par soi-même euh, en citant Gandhi deux fois. Et voilà, si on veut être le changement qu'on veut voir advenir pour le monde, et si la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans les semences, eh ben, il faut commencer à réaliser la démocratie par nous-mêmes dans ce que Jean Jaurès appelait nos républiques dans l'atelier. Jean Jaurès avait cette formule que je trouve très belle. Il disait, il faut mettre la République dans l'atelier, donc dans nos ateliers modernes, dans nos petites unités de production de l'action publique que sont nos associations,
comment est-ce qu'on met la res publica, c'est-à-dire la chose commune, comment est-ce qu'on fait commun et comment est-ce que, quelque part, on invente, ou on concrétise la promesse qui était initiée par Waldeck-Rousseau quand il a écrit la loi de 1901 et quand finalement il a pris soin de ne rien dire sur la manière dont les associations devaient fonctionner. On a été au fur et à mesure du temps piégé, j'allais dire, par des pratiques qui venaient de nos relations avec le monde bancaire, qui venaient de nos relations avec les préfectures, notamment dans la manière dont elles ont diffusé des statuts types. Mais en tout cas, dans la loi de 1901, rien ne dit qu'on doit avoir un fonctionnement hiérarchique pyramidal comme celui qu'on trouve quand même souvent dans nos structures avec AG, CA, bureau, avec le triumvirat de président, trésorier, secrétaire, président souvent statistiquement des hommes de plus de 64 ans, catégorie supérieure, trésorier, secrétaire souvent des femmes. Rien ne nous prédispose quand on lit la loi de 1901 à ce fonctionnement vertical. C'est un fonctionnement qui est véritablement hors la loi. C'est pas dans le texte de 1901. Et donc, il ne tient qu'à nous d'inventer le fonctionnement qu'on veut voir advenir pour pouvoir être pris au sérieux. Quand on revendiquera, et ça sera le thème du prochain webinaire, davantage de co-construction et une co-construction de meilleure qualité. Si on veut être pris au sérieux dans nos aspirations à participer plus à l'action publique et donc à, à faire plus démocratie, il faut en quelque sorte pouvoir montrer l'exemple, d'autant que, deuxième citation du Mahatma Gandhi, il disait, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc voilà. Pourquoi est-ce que, pour finir, ce sujet est important? Dernier point, parce que on l'a vu, il a à voir avec une aspiration à porter un projet politique, un projet pour plus de démocratie et un projet qui a à voir avec une notion qui est cruciale et qui est particulièrement bien développée par les travaux de Cynthia Fleury notamment, qui est la notion de care, de soin. Je dis ça parce que, d'une part, le care, la prise en charge en fait des questions de soins et de souffrance, elle est inhérente à un pan entier du secteur associatif qui, j'allais dire, se coltine la question sociale. Pour vous dire, la première intervention de ce type-là, on l'a fait il y a à peu près un an à la CIMAD, et on voit bien dans des structures comme ça, ou autre exemple, on intervient lundi prochain à l'UNIOPS auprès de structures sociales. On voit bien dans des associations comme ça qu'il y a une forte présence en fait de la souffrance et donc une forte dimension care en fait. Mais c'est pas simplement comment est-ce qu'on prend en soin une souffrance extérieure, c'est comment est-ce qu'on prend aussi en soin une souffrance générée par le fonctionnement ou le dysfonctionnement associatif lui-même. Alors ça, c'est un point important parce que je pense qu'on peut vraiment noter que c'est un point qui passait largement sous les radars il y a encore une dizaine d'années. Et quelque part, on a accepté beaucoup plus facilement il y a une dizaine d'années de se sacrifier à la cause ou de sacrifier des individus à la cause, mais la multiplication d'expressions de malaise au travail pour les salariés associatifs par des burn-out ou par des expressions type des livres qui ont eu une certaine notoriété. On peut penser à Te plains pas, c'est pas l'usine de Zalzette et Finn ou au livre de Simon Cotamarc, C'est pour la bonne cause sur la désillusion du travail associatif. Tout ça est largement mis au jour, sans compter évidemment le travail de fond réalisé par les syndicats et en particulier par le syndicat ASSO. Voilà. Pourquoi c'est important? Je voulais dresser ce petit panorama et pour finir, juste expliquer, pour faire une transition avec finalement comment est-ce qu'on s'y prend pour aborder ça, peut-être un petit encart sur d'où je parle et comment j'en parle de ces sujets. Pour dire que forcément, on est amené à en parler avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire de pas du tout être dans une posture où on sait comment faire. C'est ce que je disais quand il n'y a pas de recette magique. Euh, on ne sait pas bien faire non plus. Il paraît que c'est les cordonniers
les plus mal chaussés, mais en tout cas, nous, on vient de faire un DLA au CAC qui s'appelait Pour un collectif plus collectif. On a une marge de progression sur la manière de faire démocratie en, en interne qui est indéniable, qu'on essaye de voir en face et qu'on essaye de travailler. Alors, la manière dont on la travaille, je pense que c'est une manière qui est absolument commune à toutes les associations. C'est la manière qui est éclairée par la citation de Beckett, qui disait, alors moi aussi j'ai un anglais déplorable, je suis désolé, ever, ever tried, ever failed, no matter, try again, fade better. Il y a deux traductions. Il y a la traduction littérale, déjà échoué, non, pardon, déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue encore et échoue mieux. Voilà. Et il y a la traduction de ma grand-mère qui disait on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Voilà. C'est plus lapidaire. Euh, voilà. Donc la manière dont on aborde ça, c'est une manière assez humble et puis une manière en fait de partager collectivement un certain nombre de questionnements. Et donc notamment sur les mots. Alors Marianne en a parlé et le débat a déjà été lancé donc sur le chat et notamment sur le mot gouvernance. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trouvé mieux, donc on continue souvent d'utiliser ce terme avec les guillemets. Je vous renvoie, comme Marianne, à cet excellent article de Transrural sur la notion de gouvernance. Je pense que ce qu'on peut avoir en tête, c'est que euh, la notion de gouvernance nous invite à réfléchir sur la manière de partager le pouvoir. Mais ça tend à invisibiliser le fait que ce pouvoir qu'on a, il tend à diminuer. Et la vraie problématique sur laquelle on souhaite vraiment travailler, c'est plutôt celle de la participation. Et à travers cette notion de participation, une réflexion sur la manière d'accroître le pouvoir d'agir individuel et collectif via une association. Voilà. On y reviendra sûrement, mais les mots, évidemment, ont toute leur importance. Pour finir, je voudrais aborder la question, en quelque sorte, si une gouvernance associative est souhaitable, comment serait-elle possible? Comment faire? En dégageant une espèce de canevas de référentiel, en répondant à la question, ça serait quoi un référentiel de la gouvernance associative ou d'un fonctionnement démocratique interne pour les associations? Et finalement, on s'aperçoit que c'est assez simple. Sur le papier, c'est assez simple en tout cas. Ça peut être présenté en trois mots ou en trois binômes de mots. Et en fait, à travers ces trois couples de mots, on a le canevas à mettre en place si on veut une gouvernance associative. Le premier mot, c'est le mot information, ou le couple de mots, c'est le mot information avec le mot formation. Savoir ses pouvoirs, et donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on partage l'information au sein d'une association, c'est un enjeu premier. C'est un enjeu premier aussi important que difficile à mettre en place quand on rentre dans les détails. En réalité, c'est un travail à part entière et c'est tout un art même d'arriver à concevoir une circulation euh, de qualité de l'information dans une association, fût-elle petite. Donc ça passe par plein de questions très prosaïques, très pragmatiques. Par exemple, quelle liste de diffusion on met, qui on met dans la liste de diffusion, comment est-ce qu'on les modère. Enfin, il y a mille et une questions. Comment est-ce qu'on construit un intranet, une gare centrale, etc. Mais ça renvoie, alors là pour le coup, à quelque chose qui passe souvent inaperçu dans la loi de 1901. L'article premier de la loi de 1901, vous le connaissez, il dit l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de manière permanente leur activité, évidemment, mais aussi leurs connaissances, dans un but autre que de partager les bénéfices. Et cette notion de mise en commun des connaissances, elle est souvent un peu, elle passe souvent inaperçue. Historiquement, elle vient de l'héritage en fait des associations de loi 1901, de ce que doivent les associations de loi de 1901 comme héritage aux sociétés savantes d'avant la Révolution. Mais c'est vraiment primordial, en fait, cette dimension de mise en commun des connaissances, de l'information et finalement de la manière de se former entre nous. Et ça renvoie évidemment à la façon dont le, l'action associative s'inscrit dans le mouvement d'éducation populaire. Le premier couple de mots, donc c'est celui-là, information-formation, on y reviendra si vous voulez. Le deuxième couple de mots, le deuxième mot-clé, c'est animation. Et ça va avec un deuxième mot qui est animation et maïotique.
comment est-ce que on arrive à accoucher d'un travail collectif qui permet en gros l'intelligence collective. Alors dit comme ça, c'est facile à dire. On pourrait s'arrêter quand même sur cette notion d'intelligence collective parce que, en fait, ce qui est notable, c'est de constater que cette notion d'intelligence collective, on rencontre des gens qui sont plus ou moins convaincus qu'elle existe. Et que pour être convaincu qu'elle existe, en fait, il faut l'avoir vécue. Donc voilà, ça renvoie aussi à toute une acculturation et toute une culture. En tout cas, l'intelligence collective existe, je l'ai rencontrée. Et pour la rencontrer, eh ben, en fait, ça passe par la mise en place d'espace-temps, d'espace de travail, de temps de travail euh, collaboratifs qui permettent en fait de créer cette intelligence collective qui ne va pas de soi, qui renvoie à une qualité d'animation de ces espaces de travail et donc à même cette étymologie du mot animé qui est définie comme donner une âme. Voilà. Tout ça passe par plein de choses qu'on pourra développer, évidemment par l'interconnaissance, condition sine qua non de confiance, condition sine qua non finalement de coopération. Le dernier mot-clé, c'est le mot délibération. Et si on la couple avec un autre mot, ça serait délibération, décision. J'ai mis délibération avant décision parce que la qualité de la décision dépend de la qualité de la délibération. Et autrement dit, il ne peut pas y avoir de bonne décision s'il n'y a pas de bonne délibération. Et ça renvoie aussi à la manière d'animer ces espaces de travail collectif. Pour se convaincre qu'il n'y a pas de bonne décision, s'il n'y a pas de bonne délibération, je vous renvoie à une définition qu'on trouve extrêmement éclairante de la démocratie par Paul Ricoeur. Donc ça, c'est pareil, on vous mettra aussi cette référence-là. Paul Ricoeur écrivait que est démocratique une société qui se reconnaît divisée, traversée par des divisions d'intérêts, mais qui se fixe comme modalité d'associer à part égale, et on peut souligner le à part égale, parce qu'il y a là tout le projet égalitariste démocratique, donc d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. Quatre temps, l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. Par exemple, on n'a pas forcément les mêmes intérêts entre bénévoles et salariés. Comment est-ce qu'on travaille ces contradictions? Ben voilà, c'est toute ce chantier qui est devant nous et qu'on pose avec ce référentiel, sauf que ce référentiel n'est en quelque sorte qu'un référentiel. Et je vais m'arrêter là, mais on pourra continuer après très très largement. Ce référentiel, c'est la théorie. Vous connaissez cet adage populaire qui dit un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie tout se passe bien. La question, ça va être comment est-ce qu'on travaille l'écart entre la théorie et la pratique, entre la réalité et ce qu'on veut faire de la réalité. Pour illustrer ça, il y a peut-être une métaphore, c'est celle de la partition et de l'instrumentiste. Euh, il peut y avoir une intention, il peut y avoir, par exemple, l'écriture sur partition de la création d'un compositeur, mais il y a aussi l'instrumentiste et sa marge de manœuvre interprétative, qui est aussi un geste artistique, en fait. Et le même morceau, il ne sonnera pas pareil selon le musicien. Et autrement dit, la manière dont on s'approprie, dont on fait vivre ces concepts, y compris en termes de posture, de méthode, compte autant que les concepts. Voilà. J'ai peut-être été un peu long. Que je- euh, j'ai évidemment plein de trucs à dire sur les ingrédients pour réussir son échec. Comment est-ce qu'on peut se planter sur tout ça? C'est assez facile, mais je pense qu'on va pouvoir échanger sur cette notion-là. Les conditions de réussite, peut-être l'identification de systèmes de tension, euh, tension entre horizontalité et verticalité, tension entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, tension entre autonomie individuelle et déresponsabilisation, tension entre cadre protecteur et cadre paralysant, tension entre incompréhension ou malentendu d'un côté et désaccord d'autre part,
Voilà, si on rentre dans les détails des désaccords, tension entre les désaccords fructueux et les désaccords stériles, comment est-ce qu'on arrive à ne pas tomber dans des désaccords stériles, etc. Mais ça, on va en parler abondamment ensuite. Simplement dire que j'ai indiqué en introduction, pour finir, que euh, ce webinaire était vraiment une invitation à mettre la main à la pâte ensemble. Euh, on n'a pas d'antidote, en fait, face à à ce processus de managérialisation, si ce n'est proposer la création d'une communauté apprenante sur la gouvernance associative démocratique. Enfin une communauté apprenante qui aurait au moins trois composantes ou trois contours. D'abord, pouvoir mettre en commun la manière dont on essaye, dont on échoue, documenter nos expériences, autrement dit, créer un espace d'auto-apprentissage entre nous. Je pense que ça passera forcément par des formations et on a commencé à en mettre en place et Charlène pourra témoigner puisque avec la Fédération Tels Arts de la Rue, on a bossé sur une formation ensemble. Et puis aussi peut-être un système d'entraide puisque je pense que on mesure bien à quel point finalement la tâche est difficile et nécessite de pouvoir s'auto-renforcer. Voilà. Mais je m'arrête là pour le moment pour laisser la parole à des acteurs davantage sur le terrain et qui ont tenté euh, euh, des, des choses à leur niveau. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je pense qu'il y a beaucoup de matière à discuter et de voir comment ça peut se traduire en effet concrètement ces travaux collectifs. Il y a eu, je vois dans le chat, pas mal en effet de débats sur les termes qu'on pourrait choisir et sur cette notion de comment on s'organise collectivement ou de fonctionnement démocratique. Il y a Astrid qui donnait aussi une définition, celle d'Alinsky sur la démocratie, qui dit que si la démocratie se traduisait en musique, ça serait l'harmonie de la dissonance. C'est joli, Alinsky avait le sens de la formule. On a fait le choix, comme dans les épisodes précédents de ce cycle de webinaire, en effet, d'essayer de donner la parole un peu à des acteurs, à des actrices, à des actrices de terrain qui se sont posées les questions dans leurs organisations de ces enjeux-là. Du coup, Fanny, allez, je vais te donner la parole. Fanny s'occupe du RESAM, qui est membre du RNMA, qui est une structure formidable à Morlaix, qui accompagne les associations et les dynamiques citoyennes de manière très démocratique et qui a fait ce boulot de se questionner sur les modalités de gouvernance et euh, sur la démocratie au sein de son organisation et aussi sur comment on accompagne les associations de notre écosystème sur ces sujets-là. Donc voilà, Fanny, tu as un petit 10-15 minutes déjà pour un peu illustrer tous ces propos et ces définitions. Merci Léa. Merci Marianne et Jean-Baptiste, c'était super intéressant et c'est vrai que ça apporte un éclairage sur le chemin qu'on a pu prendre. Je vais essayer, comme je peux, de synthétiser en 10 minutes le chemin qu'on a parcouru au RESAM. Donc moi, je suis Fanny, je suis donc d'où je parle. Je suis coordinatrice, donc salariée du réseau d'échange et de services aux associations du Pays de Morlaix. Donc une maison des associations associatives qui existe depuis 20 ans et où on a 5 salariés. C'est 4 équivalents temps plein. D'abord, peut-être d'où est-ce qu'on vient avant ce changement. Donc, on est parti d'une gouvernance très classique à la création du RESAM avec une AG qui désigne un conseil d'administration, qui désigne un bureau, qui désigne un président, un secrétaire, un trésorier. Donc ça, c'était notre fonctionnement pendant une dizaine d'années. Et donc en 2020, on a fait un DLA, donc en période un peu Covid, donc une période un peu bizarre à vivre. Et ce DLA portait pas du tout sur l'aspect
gouvernance, organisation, mais sur la réécriture de notre projet associatif. Voilà, qu'on réécrit tous les 5 ans et qu'on voulait vraiment très partager, y compris avec des salariés. Pardon, dispositif local d'accompagnement, merci. En gros, c'est un accompagnement que peuvent solliciter gratuitement les associations qui ont des salariés pour soit questionner son modèle économique, sa gouvernance ou son projet associatif. Nous, c'était le projet associatif. Et les dispositifs locaux d'accompagnement, c'est de l'animation, on va dire, d'une dynamique d'intelligence collective. Donc forcément, il y a des dissensions, des engueulades. Voilà, donc on est passé par des choses très intéressantes, mais qui nous ont interrogés sur justement comment est-ce qu'on pouvait faire mieux ensemble demain, au-delà de juste nos actions à travers notre projet associatif, nos valeurs, nos principes. Comment demain on a envie de mettre en œuvre ce projet associatif et finalement, voilà, plus de réécrire nos statuts, c'était vraiment comment on peut faire ensemble et être ensemble demain. À ce moment-là, du coup, suite au DLA, on avait pas mal de jeunes de moins de 30 ans qui étaient rentrés dans notre conseil d'administration. On avait des nouveaux salariés, un peu d'anciens administrateurs. Et en gros, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées en disant que le système président, secrétaire, trésorier, ça convenait plus trop. On n'avait pas trop de mal à mobiliser dans les instances ce que peuvent rencontrer certaines associations. Donc le changement, on l'a fait un peu pour se dire, on se réapproprie la loi 1901 qui justement ne dit rien et c'est une espèce de page blanche et on réouvre le livre, quoi. Alors là-dessus, on n'a pas été accompagné, donc on a fait un peu le chemin tout seul. Et je pense que peut-être à l'époque, c'est là où je mets un petit point de vigilance, et faut pas hésiter à se faire accompagner en fait. Parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent et que voilà, au lieu de faire le chemin tout seul, on peut se faire aider. Donc, il y avait une volonté aussi d'avoir plus de pouvoir d'agir, plus de participation, notamment des associations, puisqu'en fait, en tant que maison des associations, on propose des services aux associations. Alors, c'est mieux si les associations peuvent décider elles-mêmes de ce dont elles ont besoin. Donc, en fait, ça nous a paru comment dire, ça coulait de source, quoi. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, d'abord, on s'est formé. On s'est formé à ce qu'on appelle la sociocratie. Peut-être certains sont un peu familiers. En gros, c'est des systèmes, des modes d'organisation qui vont permettre d'être plus efficients, de répartir mieux les prises de décision, de passer un peu d'un fonctionnement, on est très centralisé avec le CA qui décide, à un fonctionnement plutôt en cercle, avec des décisions qui sont plus réparties. Voilà, quelque chose de plus transversal en termes de gouvernance et aussi quelques outils qui sont intéressants, notamment l'élection sans candidat, on ne détaillera pas ici, les prises de décision non plus à la majorité, mais en zéro objection, c'est-à-dire on ne prend pas une décision qui convient à tous et on prend une décision quand plus personne n'a d'objection à ce qu'elle soit prise. Et ce qui permet aussi de construire des décisions qui sont vraiment les meilleures possibles pour le collectif et qui favorisent l'implication de toutes les personnes qui demain seront concernées par cette décision. Donc un système de cercles, comme je disais, des cercles thématiques qui sont liés aux missions du RESAM, hein. Je peux donner des exemples. Il y a un cercle qui s'appelle engagement. C'est un cercle qui travaille sur les questions de comment on s'engage dans les associations, comment on accompagne les associations à, par exemple, accueillir mieux leurs bénévoles, ce genre de choses. On est passé d'un système où on avait un trésorier à maintenant un cercle autour des questions financières du RESAM. Donc en gros, c'est plus une personne qui va présenter le rapport financier à l'AG, c'est un petit groupe. Du coup, ça permet aussi de répartir la responsabilité, le poids un peu aussi des décisions. Chacun de ces cercles s'est auto-attribué des fonctionnements et des missions, des rôles, des délégations de décision. Voilà, en interne, donc avec un groupe. Ça s'est formalisé par un règlement intérieur qui fait beaucoup de pages, que j'aurai plaisir
à vous partager aussi dans les ressources. Et sur la place des salariés, voilà, c'est une des questions qui nous a pas mal traversé parce que voilà, initialement, il y avait du coup le directeur euh, du RESAM qui participait au conseil d'administration avec une voix consultative, comme on le voit beaucoup dans les associations. Euh, il n'y a plus de directeur maintenant, donc je suis coordinatrice et après il y a des chargés de mission. Et en gros, les salariés sont invités à participer à tous les cercles en fonction de des missions qu'ils ont au quotidien, de leur fiche de poste, euh, et à participer aux décisions, ou en tout cas par exemple, émettre des objections sur des décisions qui peuvent être prises et qui peuvent soit avoir un impact sur leur travail ce qui semble pas possible. Euh, on avait aussi la place des financeurs qui s'est posée parce que initialement on avait des membres de droit, donc des financeurs, des collectivités qui nous donnaient des subventions et qui étaient présentes au CA avec voix délibérative. Bon, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est passée, la loi 3DS. Je pense qu'on pourra partager des ressources aussi, mais voilà, qui dit clairement que quand on est financeur, on doit se mettre en retrait des instances, notamment associatives, qu'on peut être amené à financer. Donc maintenant, il n'y a plus de financeurs dans notre CA, mais pour garantir toujours ce lien avec nos financeurs, on a créé une instance spécifique qu'on a appelé le comité des partenaires et qui se réunit chaque année. On peut quand même avoir un dialogue un peu structuré avec nos financeurs sans qu'ils n'interfèrent dans les décisions. Euh, peut-être les freins, si je peux, ou les difficultés, ou peut-être les points un peu de vigilance, bon, ça nous a demandé du temps, cette transformation. Suite au DLA qui a déjà duré une bonne dizaine de mois, on a mis 6 mois de travail d'un petit collectif au sein de l'asso pour poser un peu les bases du futur fonctionnement et après 6 autres mois pour mettre en route ce fonctionnement. Voilà, on passe plus de temps en réunion, ça c'est clair. Voilà, d'un CA qui avait lieu tous les 2 mois, maintenant bah, les réunions de cercle, il y en a une fois par mois, il y a 7 cercles, donc on se réunit très souvent. Mais ça permet aussi qu'il y ait plus d'informations à passer, des prises de décision qui sont plus efficaces, plus rapides. Euh, et ça suppose aussi quand même la participation. Parce que du coup, ces décisions, elles sont prises avec les personnes qui sont présentes. Et donc, du coup, il y a une confiance qui doit être accordée au groupe pour avancer. Et voilà, peut-être sur les points, un peu de vigilance, mais du coup, bah, on s'améliore, c'est un chantier permanent. C'est peut-être le manque de transversalité, ou en tout cas, on a tendance à se dire, bah, maintenant, les décisions au sein des cercles, on n'a plus de vision globale du RESAM et de ses projets. Donc voilà, pour s'améliorer, on a rajouté des points, voilà, un peu des intercercles, voilà, des réunions entre différents cercles, avec 3 cercles, pour essayer qu'il y ait plus de connexion. Et après, ça va être l'image qu'on renvoie, notamment à nos partenaires financiers, euh, qui est pas toujours évidente. On a entendu des termes comme usine à gaz, voilà, sur les collectivités locales, où voilà, ils comprennent pas trop comment on fonctionne. Bon, après, on fait le parallèle avec eux, voilà, les commissions municipales et un conseil municipal, bah, c'est à peu près la même chose, mais bon, ça paraît un peu flou. Et peut-être l'absence un peu d'un référent, quoi. Quand il n'y a plus de président, ils sont perdus. Donc, c'est difficile à défendre, un fonctionnement comme celui-ci. Peut-être voilà un point, mais bon, justement en faisant évoluer les gouvernances et en se réappropriant la loi 1901 qu'on peut aussi faire évoluer les mentalités, y compris des élus qui ont certaines habitudes. Je vais m'arrêter là et puis je pense que voilà, on aura du temps pour les questions peut-être après pour approfondir certains sujets. Merci Fanny. Il y avait une petite question qui était celle sur les auto-habilitations
des cercles, à savoir donc Philippe Baudereau qui posait ça. Est-ce qu'il y a des missions qui ont été oubliées suite à ces auto-habilitations et si oui, comment elles ont été réparties? Alors, de mémoire, il n'y a pas eu d'oubli. Il y a juste eu, disons, une mission qui est passée d'un cercle à un autre. C'était sur eh ben, le recrutement de bénévoles. Justement, au début, c'était un recrutement de bénévoles, enfin le recrutement ou l'accompagnement des bénévoles, en tout cas au sein du RESAM. Pas au sein des associations qu'on peut accompagner, mais au sein du RESAM. Au début, c'était dans le cercle engagement, et puis le cercle engagement a dit, bah, non, non, nous, on travaille sur l'engagement en général, pas juste sur les bénévoles au RESAM. Donc, ils l'ont passé au cercle richesses humaines. Richesses humaines, c'est notre cercle qui fait un peu référence pour les salariés. C'est là où on discute, par exemple, des recrutements, par exemple, ou de l'évolution des contrats. Le cercle richesse humaine a dit, ah bah non, nous, c'est plus vraiment les salariés. On n'a pas, enfin, c'est pas notre rôle d'accompagner les bénévoles. Du coup, c'est passé à un troisième cercle qui a, du coup, accepté cette mission. Ok. Oui, la question de la voix dans les cercles, voix délibérative ou consultative des salariés dans les cercles, euh, a déjà été. Alors, du coup, on n'utilise plus trop ce terme parce que de fait, on ne prend plus de décisions à la majorité. On prend des décisions en zéro objection ou par consentement, ce qui fait que du coup, il n'y a pas de vote à main levée. C'est par contre, on fait un tour de parole de tous les présents pour demander aux gens s'ils ont une objection, donc s'ils ont quelque chose à émettre et qui ferait que la décision n'est pas bonne. Donc du coup, les salariés, au même titre que les membres bénévoles qui sont présents lors de cette réunion, peuvent émettre des objections. Merci. Il y a eu j'avais mis un petit lien vers un papier sur la sociocratie qui a été complété par Jean-Baptiste avec des liens sur qu'est-ce que c'est que la sociocratie, etc. Et avec un lien aussi sur la loi que tu citais. Donc n'hésitez pas aussi à consulter tous les liens qu'on met dans le chat. Si jamais vous ratez certains, sachez que d'une part, le webinaire est enregistré et d'autre part, eh ben, on mettra sur le site, le mini-site dédié à ce cycle de webinaire, l'ensemble des ressources qui ont été partagées dans le chat aujourd'hui et des autres ressources que les intervenantes et intervenants nous auront partagées. Du coup, merci beaucoup Fanny. On va passer la parole à Charlène pour avoir un deuxième témoignage. Euh, et puis, euh, et puis, on pourra s'appuyer après sur vos deux expériences aussi pour ouvrir un petit peu les échanges. Donc, Charlène de la Fédé des Arts de la Rue, si je te laisse peut-être présenter un petit peu comment vous avez été dans cette démarche-là. Merci, merci aussi du coup pour l'invitation. C'est marrant du coup parce qu'on a beaucoup de fonctionnements qui sont très très similaires à ce que décrit Fanny. Euh, mais du coup, je vais essayer de vous la faire aussi pas trop trop longue pour qu'on puisse après discuter. Du coup, moi, je suis coordinatrice aussi de donc, la Fédération régionale des arts de la rue en Île-de-France. On a une fédération régionale dans chaque région. La particularité, c'est qu'on regroupe à la fois des personnes, des adhérents personnes morales et des personnes individuelles. Donc, il y a à la fois des structures et des individus qui composent nos adhérents, qui sont environ 90 à l'échelle de la région. Ça fait 4 ans que je suis salariée à la Féru et, et on est 2 salariés pour 1,8 équivalent temps plein. Donc avec une collègue qui est plutôt sur les questions liées à la communication euh, en externe et en interne, beaucoup. Moi, je suis arrivée du coup juste au moment de l'année Covid, après un travail de 3 ans au sein de la fédération, accompagné par des structures sur les questions de fonctionnement, de prise de décision en interne.
qui a mené, donc entre 2018, 2019, 2020, qui a mené en juin 2020 à la modification des statuts de l'association pour intégrer la notion de coprésidence et sortir là aussi du schéma classique de la présidence, trésorerie et du secrétariat, qui était assumé à chaque fois par une personne de manière assez classique, comme on a l'habitude de le voir dans des assos. Ce changement dans les statuts, bien sûr, c'est accompagné donc d'un travail sur bah, comment on fonctionne ensemble, comment les décisions sont prises, par qui, et donc voilà, comment on s'organise mieux. Nous, on fonctionne beaucoup en commission de travail thématique sur des sujets du coup qui concernent les arts de la rue, puisqu'on est un réseau professionnel, enfin dédié plutôt là aux professionnels de ce secteur-là. Donc on va avoir des choses très, très spécifiques sur les sujets qui sont liés aux arts de la rue. Donc moi, je suis arrivée après ce travail d'accompagnement. Donc j'en ai eu vraiment juste les fruits et pas du tout le fonctionnement qui a eu lieu en amont. Ce qu'on remarque, c'est que du coup, il y a des... Enfin, c'est comme tu disais, Fanny, c'est un chantier permanent. Donc, tous les ans, on se forme à des questions liées à comment on fonctionne ensemble, comment on anime des réunions, comment on favorise la participation aussi des bénévoles et des adhérents. Tous les chantiers de travail sont ouverts aux adhérents, mais aussi aux personnes qui ne sont pas adhérentes. On ne crée pas un chantier de travail sans qu'ils intéressent nos adhérents. On a coutume de dire beaucoup que la Fédé avance avec celles et ceux qui la font vivre. C'est une phrase qu'on a un peu dans tous nos petits docs. Et c'est hyper important du coup de conserver ce fonctionnement-là. Donc en fait, si un chantier ne n'intéresse plus, et ben, il s'arrête. Si il y a deux, trois personnes qui arrivent avec une idée de, je sais pas, vouloir travailler autour euh, de l'écologie dans les arts de la rue, ben, on va créer un chantier là-dessus. C'est ce qui s'est passé cette année, par exemple. Euh, on a du coup, en termes d'organisation pure et dure, une réunion avec le conseil d'administration par mois, où les salariés stagiaires, on a une personne en stage ou en apprentissage par an, sont invités, contribuent, participent au débat. On ne vote presque plus jamais rien. Seule chose qui est votée en CA, c'est l'attribution des rôles au sein du bureau, mais on n'a pas de bureau non plus, puisqu'on est dans une coprésidence totale et absolue. Euh, donc tout est pris tout est en discussion. On n'a pas encore parlé de décision avec zéro objection, mais c'est un peu le même fonctionnement qu'on a sans le nommer. On va chercher là aussi des décisions qui vont convenir à la majorité. On, on a du coup aussi là sur l'organisation de travail salarié, bah, des salariés dans chaque commission, groupe de travail, avec des référents par commission, groupe de travail, donc personnes qui peuvent référer de l'avancée du chantier aux membres du CA s'il y a besoin de le faire. Chaque commission aussi a son propre fonctionnement. Des fois, il y a un ou une référente. Des fois, il y a une organisation de référents-référentes de manière collective où tout le monde va être redevable enfin, pourra être sollicité pour dire ah, comment s'est passée cette réunion, etc. Donc, il y a vraiment un fonctionnement assez similaire là-dessus. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce fonctionnement-là. Ce que je voulais noter en tout cas aussi, c'est du coup reparler un peu de la formation qu'on a suivie en décembre l'année dernière avec Jean-Baptiste et Isabelle du CAC pendant 2 jours où on a beaucoup parlé donc de favoriser la participation dans les associations et de de comment on s'y prenait. Il y a deux choses qui nous ont beaucoup marqué et qu'on a beaucoup retenu dans cette formation, c'était la chose commune, le faire ensemble et le faire en commun, et la notion de soin.
dans les collectifs associatifs voilà, de la notion du soin. C'est des choses qu'on essaye d'appliquer depuis très très longtemps par différentes façons. Par exemple, nous, on a beaucoup de déplacements pendant les festivals Art de la rue l'été, euh, souvent aussi en dehors de la région, et on y va ensemble à hyper nombreux. Du coup, il y a quelque chose là qui a été important pour nous, c'est de pouvoir sanctuariser dans les budgets bah, des frais liés à ces déplacements-là, pour les prendre en charge pour les membres du CA dans des conditions confortables où les salariés aussi vont pouvoir avoir leurs propres espaces, etc. C'était des choses assez primordiales, quoi. Et en fait, le fait de faire ce truc-là de déplacement ensemble, de pouvoir permettre à tout le monde d'y participer, d'avoir choisi politiquement de mettre de l'argent là-dessus pour se rencontrer, se connaître, favoriser l'interconnaissance aussi, passer du temps ensemble à parler d'autres choses que de la Fédé, mais en fait aussi bah, des spectacles, enfin, de choses de la vie et de se rencontrer autrement. Du coup, fait que il y a un autre lien qui se crée aussi est pas juste du travail et qui est aussi un truc chouette pour les membres du CA de décorréler la Fédé à une activité de bénévole employeur, mais aussi de pouvoir bah, y trouver un certain plaisir en fait et la voir comme une chose agréable et positive. Ça, c'est des choses sur auxquelles on essaie de faire attention. On a remarqué que du coup, ça a joué pas mal un rôle assez important à notre dernière AG, où on avait l'habitude ces dernières années d'avoir un CA composé de 7 8 personnes. Et là, cette année, on a eu 9 nouvelles personnes qui sont entrées au CA. On est passé d'un CA de 7 personnes à un CA de 15 personnes, sans forcément trop avoir besoin d'aller chercher les gens. Mais aussi parce que c'est eux qui nous ont témoigné en fait bah, de leur envie d'être là, parce que le fonctionnement était clair, que c'était transparent, que ça semblait sain et fonctionnel et que ça donnait envie en fait de participer et de s'impliquer. Et du coup, c'est assez chouette aussi d'avoir d'avoir cette donnée-là et de voir qu'en fait les efforts qui sont faits pour conserver ce fonctionnement, le pérenniser et l'améliorer est hyper important. Du coup, cette année, ça a demandé beaucoup de travail d'intégration, donc de ces 9 nouvelles personnes qui connaissaient déjà un peu nos manières de fonctionner, mais de les conserver, de les amplifier et d'être sûr que ces nouvelles personnes-là soient à l'aise, le comprennent et l'acceptent. C'était un gros boulot de ce point de vue-là. Du coup, j'ai vraiment les mêmes points de vigilance aussi que peut avoir Fanny sur bah, le chantier permanent, la confiance nécessaire accordée à un groupe, parce que pareil, bah, les décisions, elles sont prises en fait. Et il y a ce truc-là on va pas attendre que tout le monde soit disponible pour avancer. La seule chose peut-être, c'est que je dirais que on a moins ce problème-là sur l'image qui est renvoyée aux partenaires financiers. Ça a été beaucoup le cas au début où les gens ne comprenaient pas qui est le président, qui est la présidente, mais en fait ils sont 15. Euh, euh, et du coup, c'est un peu complexe parfois. Mais ils s'y sont faits. Et l'année dernière, on a fait un truc assez chouette sur notre rendez-vous du coup de suivi annuel qu'on a avec la DRAC, ministère de la Culture, et le Conseil régional Île-de-France, où en fait tous les coprésidents, coprésidentes, enfin tous les membres du CA sont venus à la réunion. Donc on avait les conseillers chefs de service qui étaient 3 au conseil régional et la DRAC qui était représentée par une personne. Et donc nous en face ils étaient 7 et moi salariés, donc on était 8. Et en fait ils ont vu aussi à l'œuvre ce fonctionnement-là
Du coup, ça a changé aussi un peu peut-être leur manière de faire, j'ai l'impression, ou en tout cas, ils se sont rendus compte que ouais, on n'était pas juste les saltimbanques des arts de la rue qui ont des fonctionnements trop horizontaux, qui font un peu n'importe quoi. En fait, que ça avait été réfléchi et que ça se pratiquait. Et du coup, le fait de pouvoir s'en apercevoir change quand même pas mal de choses. Voilà, c'est peut-être juste une piste de choses qu'on peut faire sur ce point-là, quoi. Super intéressant. Merci beaucoup, Charlène. Euh, il y avait là dans les petits commentaires une question qui, je pense, s'adresse à tous les intervenants, en tout cas à vous deux. Est-ce que c'est pas plus dur de trouver des financements qu'avec des statuts classiques? Je pense que Bah moi, j'ai pas ce problème, du coup, du tout. Puisqu'il y a toujours sur nos dossiers, personne en charge du dossier, une personne référente pour côté CA, mais ça m'a pas posé problème, je sais pas, du côté de Fanny. Alors nous, ça change rien sur nos demandes de financement habituelles. Par contre, peut-être le petit point que je préciserais, c'est que en fait, ce temps-là d'animation de nouvelles instances, comme on peut le vivre, ça prend beaucoup de temps salarié et c'est du temps qui n'est pas du tout pris en compte dans les financements publics, évidemment. On n'est que sur du financement sur appel à projet, donc sur du projet concret, de l'action concrète. Et tout, voilà, ce temps-là d'animation, on sait que c'est du temps, entre guillemets, perdu financièrement. Faut pas trop se poser la question du modèle économique sur l'évolution des instances. là, je sais il y a des travaux de plein de côtés en ce moment dans le monde associatif et dans le monde de l'économie sociale et solidaire là-dessus. Et notamment, il me semble que le labo de l'ESS a mobilisé pas mal d'acteurs sur les métiers de la coopération et comment financer le temps de travail. Mais c'est bon, ça peut être plutôt la coopération entre des structures, mais je pense que ça peut commencer à travailler sur un plaidoyer sur le financement ben voilà, du temps d'échange. Mais en effet, Marie dit, c'est pas du temps perdu, c'est d'un coup caché. Effectivement, et je pense que peut-être que si tous ici et toutes les associations qu'on accompagne, on se mettait à faire apparaître ça dans les dossiers de demande de subvention, faire apparaître une ligne dans nos budgets pour du temps de travail sur de l'animation de travaux collectifs et l'organisation collective, bah, peut-être que ça donnerait aussi de la visibilité à ces coûts cachés et que ça pourrait faire bouger certains financeurs. En tout cas, je pense que des fois, dans les dossiers, on essaye de ne pas faire apparaître parce qu'on n'est pas sûr que ce soit pris en charge et je pense que bah, faut faire apparaître les coûts réels, quoi. Il y a il y a passerelle et compétences. Donc Anne disait que quand elle pousse les associations à réfléchir à la question du partage des décisions et des responsabilités, il y a peu d'associations qui sont demandeuses au premier abord, bah parce que elles ont du mal à trouver des personnes qui acceptent de prendre des missions lourdes, euh, de, voilà, qui relèvent de la prise de décision, donc les missions qui acceptent de rejoindre les conseils d'administration, etc. Et Jean-Baptiste, à qui j'avais prévu de redonner la parole à l'instant, nous a écrit deux petites punchlines que je vais te laisser le plaisir de nous dire à l'oral. Oui, en fait, c'est deux punchlines sur cette question du temps. Donc, la première, c'est quand on perd du temps, on gagne autre chose. Et la deuxième, c'est appuyer sur pause, c'est politique. Mais derrière ces petites phrases, en fait, il y a vraiment, je pense, un énorme enjeu, en fait, et un défi d'arriver justement à euh, être plus à l'aise sur cette question du temps. Alors, on peut vous partager une ressource qu'on a là et qu'on on fera suivre aussi. C'est un magnifique numéro de la revue Culture et Démocratie de nos amis belges de l'association du même nom. On avait fait un atelier avec eux justement qui s'appelait Appuyer sur pause, c'est politique. Et là-dedans, il y a des articles qui, je trouve, permettent de prendre du recul sur le temps, qu'est-ce que c'est que le temps dans la société néolibérale où on est et comment est-ce que le combat, en fait, pour mieux vivre passe aussi par une manière de penser le temps un peu autrement que celle
qui nous emprisonnent habituellement. Voilà. Parce que derrière ça, il y a aussi, et ça a été dit par vous deux, il y a la notion de joie, quoi. Enfin voilà, il faut cultiver une espèce de joie militante qui demande du temps aussi, enfin qui demande un autre rapport au temps. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis peut-être tant qu'on est un peu sur le fond politique de cette affaire-là, dire que moi je trouve ça extrêmement précieux les témoignages là et ces expériences en fait et la mise en commun de ces expériences-là parce que on s'aperçoit que quelque part, justement, ça va à contre-courant de ce qu'on essaye de nous imposer, quoi. Et il y a quand même, enfin voilà, il y a quand même, j'allais dire, un espèce de jupitarisme. Il y a quand même une culture où, vous savez, c'est Chirac qui disait un chef, c'est fait pour cheffer. Il y a vraiment cette culture qui est encore une culture extrêmement dominante, euh, qui a des dimensions évidemment patriarcales, etc. Et le fond politique, c'est aussi que on se prend la tête, mais vraiment, c'est des prises de tête dans le bon sens de terme. Ça peut être très agréable de se prendre la tête, mais on se prend la tête pour voir comment est-ce qu'on fonctionne en collectif. Et se prendre la tête pour voir comment est-ce qu'on fonctionne en collectif, c'est une démarche profondément anti-néolibérale, en fait. Parce que le néolibéralisme, alors là, on peut reprendre la définition qu'en avait Bourdieu. Il disait le néolibéralisme est un programme utopique en cours de réalisation d'une exploitation sans limite via un programme de destruction des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché pur. Et c'est ça, en fait, la logique contre laquelle on s'inscrit quand on se demande comment est-ce qu'on va fonctionner collectivement, c'est comment est-ce que on consolide des structures collectives, alors même que le néolibéralisme tend à détruire ces structures capables de faire obstacle à la logique du marché pur, pour reprendre les termes de Bourdieu. Et c'est ça, en fait. Vous savez, c'est Margaret Thatcher qui disait There is no thing such society. Il y a rien il y a rien d'une société. En fait, il n'y a que des individus atomisés. Et ce que fait le néolibéralisme à travers la destruction des structures collectives, quelles qu'elles soient, que ce soit les organisations de défense des travailleurs, les syndicats, les associations, etc., c'est en fait atomiser les individus, les précariser, les fragiliser, les rendre moins capables en fait de s'opposer à la logique du marché pur. Et ça produit un poison qui est celui du ressentiment, pour reprendre un peu les analyses de Cynthia Fleury, qui est lui-même un ressort des votes d'extrême droite que l'on connaît. Donc voilà, c'est pour resituer un peu sur ce fond-là, et peut-être pour revenir aussi peut-être sur les choses à faire et sur la manière dont on peut identifier quelques outils. Je pense que on peut en proposer au moins trois qui sont des outils hyper pratiques qui existent. C'est du déjà là. Le premier, c'est le guide des bonnes pratiques de l'ESS, qui date donc de la loi de 2014, et qui concerne toutes les structures de l'ESS, mais notamment les associations, et qui a un volet sur la gouvernance, entre guillemets, qui est assez intéressant. Le deuxième outil pratique, alors il est proposé, et je trouve que l'idée est vraiment bonne. Il y a une lecture que je vous conseille, c'est Frédéric Fromfer, qui a été pendant 10 ans délégué général du mouvement associatif, qui est parti il y a quelques mois, qui vient de faire une série de 5 articles qui sont vraiment hyper intéressants sur qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans pour le monde associatif, vu de son poste d'observatrice privilégiée, qui était la direction du mouvement associatif. Et le 5e article, c'est la proposition que demain, il y ait une révision associative construite sur une base similaire à la révision coopérative. Donc la révision coopérative, c'est un dispositif qui est dans la loi pour les coopératives, notamment pour les SCOP, et qui est l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative. De facto, je pense que les coopératives ont un temps d'avance sur les associations en termes de réflexion sur le travail, sur les relations travailleurs-employeurs. C'est normal parce que c'est des structures qui appartiennent à leurs salariés. Et je pense qu'on aurait pas mal à apprendre de certains nombres de fonctionnements coopératifs. Et peut-être que une révision associative, à l'instar d'une révision coopérative, ça pourrait avoir du sens, d'autant plus, et c'est le dernier outil,
Si on arrive à travailler à partir de grilles d'auto-évaluation, il en existe par exemple en Belgique, puisqu'on parlait d'associations belges, si elles sont assises sur des grilles de questionnement offertes par les droits culturels. Et ça, l'UFISC travaille beaucoup sur cette question, donc je suis vraiment très content que Charlène puisse intervenir aujourd'hui, puisque en tant que membre d'une fédération d'art de la rue, elle est membre de l'UFISC, qui est un réseau d'acteurs culturels. Et les droits culturels sont une invitation à réfléchir à la manière dont on permet à chacun de prendre part. Pour reprendre aussi l'expression, il y a un très bon livre de Joe Elzask sur comment est-ce qu'on participe, comment est-ce qu'on prend part. Et la notion de droit culturel, quand on la rapproche de la notion de commun, je pense que ça permet de penser autrement nos pratiques internes associatives. Voilà. Je regarde si j'avais pas noté une autre idée. Il me semble que oui, ici, dernier point. Dernier point. Euh, on avait proposé à quelqu'un qui malheureusement a pas pu être là de participer aussi à ce webinaire. C'est Bruno Lanier du Mouvement pour l'économie solidaire. Et on lui avait proposé parce que le MES fait un travail formidable aussi sur ces enjeux-là. Et notamment, ils ont transformé une réflexion en jeu, un jeu qu'ils ont vraiment conçu, un jeu de plateau, qui s'appelle le Solidaire. Et ça permet de faire le lien entre, sous forme de jeu, donc entre la manière dont on coopère en interne et la façon dont ça contamine la façon dont on coopère en externe. Et on a parlé des parties prenantes, des financeurs, etc. Mais du coup, il y a aussi toute cette question-là. Comment est-ce que on permet de prendre part, pas simplement les adhérents, mais finalement toutes les parties prenantes qui ont quelque chose à voir avec l'avenir et l'action de notre structure. Et donc ça a été amorcé finalement, mais je pense que ça rejoint aussi la notion de co-construction qu'on verra sur le prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Je vais revenir un peu sur les échanges qu'il y a dans les messages. Je vous proposerai après du coup le cas échéant, lever la main ou écrire dans le chat, puisque là on arrive sur la deuxième partie de ce webinaire où l'objectif c'est de co-construire aussi ces antidotes, ces réflexions, ces travaux collectifs. Euh, juste pour revenir un peu, hein, il y avait un petit message sur le fait que il y a un certain nombre de nouvelles formes de gouvernance, enfin, en tout cas que ça s'est quand même répandu, les gouvernances collégiales, mais que les cases à remplir des dossiers de subvention ne prennent pas du tout ça en compte. Voilà, je trouve que c'est en effet important de l'avoir en tête et peut-être des discussions à avoir avec les financeurs, même si ça bouge doucement. Euh, un sujet sur le fait qu'on a vu deux transitions vers un fonctionnement collégial qui ont fonctionné, et il y en a beaucoup qui n'ont pas fonctionné, et pour lesquels ça a été un enfer pour les salariés, et sans doute important aussi d'avoir des retours sur les écueils, qui en effet sont nombreux. Moi, en tout cas, je sais que je suis arrivée au réseau national des maisons des associations assez récemment, donc j'ai pas vu toutes les transitions, mais je sais qu'il y a eu une partie, il y a eu un moment où on est passé d'un fonctionnement plutôt traditionnel, d'une gouvernance plutôt traditionnelle, à un fonctionnement avec une coprésidence, et que ça n'a pas fonctionné vraiment, mais que le travail a du coup été de réimaginer les choses. Et aujourd'hui, on est sur un conseil d'administration qui est collégial, mais qui n'est pas constitué de coprésidents, et où il y a un statut d'animateur du CA ou d'animatrice du coup en ce moment, qui est une personne qui va être l'interlocuteur ou l'interlocutrice des financeurs et des gens qui ont besoin d'un président, mais où l'ensemble du CA a voilà, complètement évolué sur son mode de fonctionnement. Et en effet, les premières étapes ont apparemment été houleuses, et c'est vrai que c'est souvent compliqué. Et c'est souvent compliqué aussi lié à des enjeux
de temps, de capacité d'action et de liberté d'action des salariés. C'est aussi, enfin voilà, il y a aussi un certain nombre d'écueils que vous avez pu, ou de points d'attention que vous avez pu déjà relever. Et Clément rappelle que sans doute se faire accompagner sur ce genre d'évolution aide à la fois à avoir des regards sur ce qui fonctionne et sur ce qui n'a pas fonctionné chez d'autres et sur comment ça a pu être retravaillé. Et en tout cas, l'intérêt de cette remarque, c'est de vous dire également que si vous avez des expériences à partager, alors on est nombreux, on verra si tout le monde peut partager son expérience ou pas, mais si vous avez des expériences à partager de trucs qui ont foiré, c'est bien aussi et qu'on les attend aussi, parce que déjà, ça fait du bien, ne pas toujours, enfin, voilà, et parce que c'est vraiment, ça revient à la citation de tout à l'heure sur le fait d'échouer encore et d'échouer mieux, qui est, voilà, on tâtonne sur ces sujets-là. Bon, je vous laisse regarder un peu tous les échanges dans le chat et je voulais vous proposer simplement, bah oui, de revenir sur vos propres expériences, sur vos suggestions, sur ce que vous avez envie de mettre en commun. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'une ou quelqu'un qui souhaiterait commencer euh, ce temps de discussion, un petit peu de retour d'expérience à partir des riches interventions qu'on vient d'avoir. Ou si l'un ou l'une des intervenants souhaite réagir. Peut-être un tout petit peu en complément, Léa, si jamais quelqu'un souhaite prendre la parole, en bas dans les icônes, vous avez l'onglet réaction et vous pouvez lever la main si vous souhaitez voilà, intervenir, n'hésitez pas. C'est étonnant, ça m'étonne, vu la vitalité du chat. Euh, Peut-être Astrid posait une question intéressante. Ah, il y a Anne qui lève la main. Euh, mais je vais juste terminer ça. Sur la formation aussi des personnes qui seront en charge au sein des équipes salariées ou en animation de ces logiques-là d'animation du collectif. Et en effet, la formation, c'est un chantier continu dont Charlène et Fanny ont parlé et que le CAC accompagne aussi beaucoup. Donc, on a une prise de parole par Anne, peut-être en premier, et puis ensuite, il y aura Patricia. Bonjour, merci pour ces interventions. Je voulais juste questionner nos témoins si ils avaient des retours d'expérience sur l'accompagnement du changement de posture aussi au sein des conseils d'administration. Moi, j'ai des associations qui ont testé des travaux en cercle, en groupe, en mélangeant administrateurs et salariés. Effectivement, ça a créé d'autres biais d'autocensure de salariés sur les groupes de travail, d'administrateurs qui ne savaient plus trop quelle place dans ces cercles ils avaient ou ils devaient prendre. Et je voulais savoir voilà, comment est-ce qu'ils avaient accompagné ces mouvements-là. Voilà. Est-ce que... je peux répondre en partie, en fait, et peut-être je vais répondre à côté, mais tu n'hésiteras pas à me préciser. Mais en fait, on a fait un énorme travail d'écriture. Et quand je disais tout à l'heure que chaque cercle avait défini son fonctionnement, ses missions, son rôle, en fait, on a vraiment pris le temps de tout écrire. Et là, juste derrière moi, vous avez des petites couleurs là. Et ben, c'est chaque fiche de cercle, en fait. Chaque cercle a un fonctionnement, une mission. Et en fait, c'est important de temps en temps en réunion de se le rappeler. On a aussi pour chaque cercle travaillé sur des accords de groupe, où en gros chacun partage c'est quoi ses besoins pour justement participer, enfin, en tout cas pouvoir participer activement aux réunions et donc aux prises de décision et se sentir aussi légitime là-dedans. Et donc du coup, voilà, on a posé des accords de groupe et du coup, ça demande encore plus de travail qu'avant parce que souvent, il faut encore mieux préparer les réunions, justement pour que chacun puisse le plus possible prendre une décision éclairée.
Donc, ça demande aussi beaucoup de travail de documentation par les salariés et d'explication. Donc, quand je dis que ça prend du temps, ça prend du temps. Euh, voilà. Et puis je profite aussi de rebondir sur la question de la formation. En fait, on est presque dans de la formation un peu permanente, à la fois effectivement à comment on anime une réunion, c'est quoi être en posture de coopération aussi. Mais c'est vrai que voilà, dès qu'il y a des nouveaux, ça demande de reformer, réexpliquer, mais voilà, effectivement c'est du temps qui permet que chacun puisse être à l'aise et trouver sa place. J'espère que j'ai à peu près répondu. Merci. Moi, je voulais juste aussi dire de faire enfin, de faire attention justement sur ces rôles-là de salariés, membres du CA, employeurs, adhérents, enfin, qui n'ont pas toujours les mêmes responsabilités, fonctions, etc. Il y a un truc aussi qui est hyper important et une chose à laquelle on fait assez attention, c'est du coup ce suivi des salariés, de leur travail et de comment on se sent au travail. À titre d'exemple, nous, on a 2 réunions par an avec 3 personnes qui font plutôt partie du coup de ce suivi-là de RH, tout ça, tout ça. Même si on n'aime pas trop le mot, mais qu'on ne l'a pas encore changé, tout ça. Il y a pu déjà dans le passé y avoir des difficultés à communiquer, à se comprendre, à interagir entre certaines personnes, que ce soit au sein du CA ou l'équipe salariée avec des membres du CA. Il a été fait appel dans ce cas-là aux personnes en charge de ce suivi, qui ont du coup organisé des réunions, des médiations, des choses, etc., qui ont permis de débloquer des situations aussi de ce point de vue-là. Et donc, je dirais que ce suivi-là, en tout cas, est primordial et que, comme disait JB tout à l'heure, c'est fini, en fait, le truc de sacrifice pour la cause commune, en fait, enfin, le travail, même si c'est super et que les projets qu'on mène sont chouettes et qu'on travaille avec des gens sympas, bah, en fait, ça reste un travail. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête aussi pour désengager ce genre de problème-là, quoi. Merci. Euh, on va prendre peut-être il y a Patricia qui levait la main pour prendre votre intervention. Oui, bonjour. Alors, j'ai pas suivi le début de la réunion et j'en suis désolée parce que la qualité des échanges depuis une demi-heure me fait regretter de n'avoir pas été là. Vous parliez d'éducation populaire dans le chat. Alors, moi, je suis chargée de mission pour la vie associative pour la ville de Metz. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une discussion entre des jeunes bénévoles et des vieux briscards de l'éducation populaire. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu dans une posture d'opposition, ce qui est dommage parce que je pense qu'il faudrait, et ça c'est peut-être des nouveaux chantiers à ouvrir, apprendre aux gens qui sont investis depuis très longtemps dans la vie associative, défenseurs à tout craint de l'éducation populaire, à raconter et à pitcher cette histoire d'investissement parce que être dans l'opposition, c'est pas ce qui donne envie aux jeunes qui s'investissent maintenant de venir, quoi. Donc, alors, je dis pas qu'il faut enjeu, enrubanner l'histoire de l'éducation populaire, pas du tout. Mais je pense que apprendre à chaque personne assez âgée, investie dans la vie associative, à raconter ce que ça leur apporte maintenant, ce que ça leur a apporté, ça ne peut que qu'apaiser cette dualité de l'éducation populaire avant et maintenant le manque d'investissement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment un travail à faire. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont été faites sur ce sujet-là, en fait. Merci. Euh, Est-ce que certains des intervenants veulent répondre à ça? Ou est-ce qu'on sinon on peut enchaîner votre micro est coupé. Ouais. Non, je veux bien dire un mot parce qu'effectivement, c'est super important et effectivement, je pense que le fait de permettre de raconter et de transmettre, c'est une des solutions et c'est une des solutions qui peut éviter. Alors,
le fait de croiser une figure qui malheureusement est des fois un peu classique dans le monde associatif, qui est les fondateurs fossoyeurs. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des, je vois sur le chat là que une personne est partie parce qu'il y avait quelqu'un qui était à la direction d'une association et qui avait vraiment des méthodes et des outils management purs et durs, etc. Il y a des fois où les terrains sont vraiment pas favorables en fait à tout ça. Euh, et par exemple, quand on rencontre des fondateurs fossoyeurs, c'est assez difficile. C'est une notion qui vient de la formation AnimaCop, qui est une très très bonne formation. C'est une coopérative qui s'appelle AnimaCop, qui fait une formation qui s'appelle Développer un projet de manière collective. Le sous-titre, ça pourrait être en 2024, c'est-à-dire y compris avec les outils numériques, de préférence issus du logiciel libre, évidemment. Et il y a un site ressource qui s'appelle interpol.xyz, qui est aussi un site ressource vraiment précieux parce qu'il y a plein de choses pour se former sur les techniques d'animation et de travail collectif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et moi, je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à justement dans le chat, la personne qui parle de Floriane, qui parle de personnes qui arrivent aux directions d'une association et qui provient du privé avec tous les outils du management. Bon, moi, j'ai beaucoup observé pendant longtemps le secteur du social, médico-social, les associations du social et médico-social, et c'est vraiment, on peut le dire, un phénomène qui a été assez massif dans ce secteur-là, et on voit aujourd'hui ce que ça produit comme justement problématique vis-à-vis du soin et de la qualité de l'accueil des personnes accompagnées et de la souffrance des salariés aussi, parce que ces outils, une fois installés, une fois rentrés dans ces secteurs associatifs, il est effectivement assez difficile de les contrer. Et c'est pour ça que je trouve que tout ce travail de réflexion ou de communauté apprenante est ultra important politiquement, puisqu'il nous permet déjà de vraiment prendre conscience de l'enjeu de ce qui, de l'enjeu qu'il recouvre, quoi. Voilà. Euh, Super, bah, merci beaucoup. Des chouettes ressources qui sont partagées hein, dans le chat et que je vous invite à aller regarder. Évidemment, et en effet, Patricia, ce que disait Jean-Baptiste, le webinaire a été enregistré, donc il y aura un replay que vous pourrez regarder ou diffuser et il y aura l'ensemble des ressources qui ont été partagées. Je vais donner la parole à la personne suivante. C'était Myriam. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je veux juste m'assurer que tout va bien, merci. Je suis complètement d'accord avec Patricia. La qualité des échanges est vraiment très appréciable. Il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est un geste personnel, c'est-à-dire qu'au début de ma carrière, en fait, le moyen de sécuriser mon emploi dans le secteur associatif, etc., c'était d'apprendre les méthodes de suivi et évaluation qui aujourd'hui m'ont complètement piégée dans une approche managériale totale. Voilà, dans les associations, mon CV est complètement teinté de ça. Donc déjà, voilà, je pense qu'il y a une question de trajectoire et d'entrée dans le secteur qui peut se poser dans certains cas pour les chargés de projet. Ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est le syndicat Asso Solidaire a été mentionné un peu plus tôt et je suis très curieuse de connaître votre perspective sur l'interaction entre toutes les méthodes que vous avez présentées aujourd'hui, tout ce qui est auto-formation, auto-organisation, sociocratie, etc. Je vois vraiment des points communs dans les méthodes, même si la rhétorique n'est pas la même, le bagage théorique n'est pas forcément le même. Mais en gros, quel est le rôle du syndicalisme naissant dans le secteur associatif pour mener cette transformation du secteur, à votre avis? Voilà. Question peut-être un peu large, mais je serais curieuse d'avoir votre avis. Merci. La question est hyper dure. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a vraiment un truc de conditions de travail euh, important enfin, dans cette histoire de syndicalisme aussi sur les revendications du syndicat ASSO pour le coup, sur les conditions de travail, le temps de travail, pour faire référence au, au, au livre que citait tout à l'heure JB aussi, enfin, mais j'ai pas plus pour l'instant d'éléments, mais j'ai vu que vous aviez aussi ouvert votre micro, le CAC, donc...
Oui, oui, ben non, mais c'est une question hyper importante, je trouve. Et alors surtout dans le bouquin Une histoire des libertés associatives, je reviens sur un truc qui me paraît super important, qui est que c'est un creuset commun en fait, l'engagement associatif et l'engagement syndical, et que c'est vraiment porteur, je trouve, de penser les deux ensemble. Et je conseille une conférence gesticulée qui s'appelle Les associations peuvent-elles sauver le monde, par Sandrine Courcial de la SCOP L'Étincelle, où je trouve que dans sa conférence gesticulée, elle met bien en évidence le fait que c'est deux engagements extrêmement complémentaires. Voilà. Peut-être dire que l'enjeu, c'est peut-être de réussir à pas être enfermé dans le piège employeur-employé et peut-être pour s'en sortir, se rappeler que, alors je ne sais pas si certains connaissent, mais il y a quelques années, il y a eu une revue dirigée par Simon Cotin-Marx qui s'appelait Association, c'est qui le patron? Point d'interrogation. Et en fait, pour pas être piégé dans la relation employeur-employé, il faut réussir, je pense, à penser à des alliances entre employeurs et employés pour aller travailler notamment avec les bailleurs et les financeurs. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, je pense que il peut y avoir un piège à enfermer les problématiques sur cette comment on dit, bilarité? Non. Polarité? Non, ça Non. Enfin, on s'en sortira que si on agrandit un peu le focus et si on arrive à pas être enfermé dans des trucs où on s'en sort, enfin, où la relation employeur-employé sera forcément viciée en fait. Voilà, c'était ça que je veux dire, mais voilà, il faudrait développer davantage, mais euh, on aura peut-être l'occasion de le faire. Eh ben, merci beaucoup. Euh, Il y a des messages intéressants hein, toujours dans le chat sur euh, notamment la mode des certifications qualité et notamment de Calliope, dont on pourra aussi discuter, mais dont on a pu un peu en échanger sur la question des process, de l'évaluation, du reporting lors de notre webinaire précédent sur la marchandisation. Puisque finalement, se soumettre à cet ensemble de process, c'est aussi se soumettre à des normes d'un marché. Et donc, je vous invite aussi à jeter un œil là-dessus. Il y avait une autre prise de parole, il y avait une autre main levée, c'était Marie. Je vais laisse prendre. Oui, bonjour. J'allume pas ma caméra parce que si je loupe le clapet de mon ordi, ça ferme la visio. Donc, désolé, vous ne me verrez pas, mais je travaille chez Alsace Nature, qui est la fédération des associations de protection de la nature en Alsace, du mouvement France Nature Environnement. Et j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est, bon, vous l'avez peut-être vu dans le chat, mais moi, j'ai eu beaucoup d'exemples où ça n'a pas fonctionné, cette transformation en collégiale. Donc, il y a sans doute des raisons, sans doute le temps consacré à cette transition. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse un relevé des écueils aussi bien que des expériences qui ont fonctionné. C'est comme dans le milieu scientifique, hein, il faudrait faire la revue des expériences qui ne marchent pas pour que chacun ne les réexpérimente pas seul dans son coin. Donc ça, c'était la remarque. Et la question, c'était très mathématique. Je me demandais s'il existait des sources d'informations qui montrent comment dire, les tailles d'associations auquel ça s'applique le mieux. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une limite au-delà de laquelle ben, on bascule parce que c'est ingérable, en fait. Donc, voilà. Merci. Est-ce que du côté du CAC, vous avez une réponse? Non, mais alors, c'est une très bonne question parce que je pense que ce qu'il y a derrière cette question, c'est une difficulté dans, dans cette tendance qui est que les associations, pour s'en sortir, doivent souvent grossir, grandir, et qu'en grossissant et en grandissant, elles sont de plus en plus en prise avec des logiques de marché, et donc des logiques qui favorisent plutôt la managérialisation plutôt que l'horizontalité. Donc, à moins de faire des choix radicaux de type
celui qui a fait par exemple Framasoft, à un moment de dire on ne grandit pas, on ne grossit pas, on ne passe pas d'une équipe de 10 à 100, etc. Et on va plutôt essayer de favoriser un essaimage et de faire en sorte que d'autres structures du même esprit se naissent ailleurs et qu'on soit en réseau. À moins de faire ce choix très très fort, c'est assez compliqué effectivement de résister. Alors après, il n'y a pas vraiment quand même une question de taille, parce que derrière, il y a surtout une volonté politique de la structure, et même si on est une grosse asso, on peut avoir une volonté politique assez forte en termes de lutte contre le managérialisme. Il y a peut-être une lecture qui est intéressante à ce titre-là, c'est les cahiers de l'INJEP. Alors, on avait noté ça quelque part, on vous mettra la référence, je crois que ça s'appelle les laboratoires, les associations à laboratoire d'innovation démocratique, point d'interrogation, où il y a plusieurs articles de différentes assos, de différentes tailles, et c'est ça qui est intéressant, qui relatent leur expérience de démocratie interne. Et donc là, je pense qu'on peut trouver pas mal de réponses assez intéressantes, quelle que soit la taille de l'association. Moi, au-delà de la taille, il y a quelque chose qui me questionne un peu ces derniers temps aussi, c'est en termes de géographie et d'échelle d'action. J'ai l'impression, tout à l'heure on parlait beaucoup de confiance et d'interconnaissance. J'ai l'impression que à l'échelle, là je parle de l'Île-de-France parce que c'est là où mon action au sein de la Fédé a lieu, mais en fait on est entouré d'un conseil d'administration de gens qui peuvent se voir régulièrement, qui peuvent se rencontrer, qui peuvent faire des choses aussi ensemble en dehors juste des temps de réunion et du coup qui ont permis que ces personnes-là puissent se connaître. Et j'ai l'impression que si on était sur enfin, j'ai l'impression par d'autres exemples aussi que ça peut, ça peut peut-être expliquer certains écueils. Euh, avec la même volonté de travail en horizontalité, etc., avec des gens qui se connaissent pas beaucoup, qui n'ont pas l'occasion de développer ces choses-là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus difficile parfois et que c'est moins simple du coup d'avoir confiance, entre guillemets, en des personnes desquelles on est éloigné. Je parle du truc là en termes de géographie parce que c'est des réalités du coup de mon boulot, mais je me dis que c'est peut-être un truc aussi qui peut expliquer certaines choses. Pareil, dans des très grandes régions, ça a été le cas dans certaines fédérations régionales dans les arts de la rue, avec des régions très très grandes qui se sont en fait scindées en deux pour se dire que ça allait être plus simple de mobiliser, par exemple et donc de mieux se connaître et de développer ces choses-là. Voilà, une petite piste. Moi, sur la question de la taille critique, juste pour mettre l'échelle du RESAM, on a 200 adhérents en tout, avec une proportion de 99% assos et 1%, on va dire, de particuliers, un peu plus. 3-4 particuliers et le reste d'assos. On a peut-être sur ces 200 adhérents 60 personnes qui vont s'engager dans les cercles de prise de décision. Après, moi, la limite, je vais la mettre en termes de nombre pendant les réunions, à 8, c'est bien. D'échanger, de discuter et de prendre une décision. Je suppose que si on était plus nombreux, on utiliserait d'autres outils pour les prises de décision, mais voilà. Pour moi, l'idéal, c'est ça, maximum 10 personnes en fait dans une instance de prise de décision. Eh ben, merci beaucoup pour ces retours. Euh, peut-être vous demander, puisqu'il y a pas mal de participants, on n'a pas pu faire évidemment de tour de table, voilà, sinon on aurait pris les 2 heures. Mais peut-être vous demander
si vous voulez écrire dans le chat ou quelque chose, bah, les expériences que vous avez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans des organisations collectives qui ont été pensées pour être démocratiques et qui sont voilà, qui ont essayé de s'affranchir de certaines formes de managérialisation ou de fonctionnement traditionnel très verticaux. Enfin voilà, savoir un peu dans quel type d'organisation vous êtes et si vous avez envie de partager une fois de plus soit des écueils, soit des réussites. Euh, on va évidemment pas forcément donner la parole à tout le monde puisqu'il nous reste un petit quart d'heure maximum, mais on serait curieuse d'avoir un peu plus d'idées de qui est là et de quelles sont aussi vos pratiques. Donc, n'hésitez pas, d'une part, à écrire dans le chat quelque chose sur une ligne ou deux, simplement pour savoir quel est votre mode d'organisation et est-ce que ça fonctionne ou pas pour vous. Et puis, peut-être également à lever la main si vous souhaitez partager d'autres expériences. Et puis, je vais en profiter aussi pour reposer un peu des questions à nos intervenants parce que je pense qu'on n'a pas traité toutes les questions qui étaient dans le chat. Et donc, je vais remonter bien en arrière. Mais je note notamment qu'il y avait une question sur le lien entre, enfin, en quoi la loi 3DS interdit tel ou pas euh, aux financeurs d'être dans la gouvernance des associations. Enfin, qu'est-ce qui il y a une personne qui voyait pas si c'était vraiment ça l'objet de la loi ou comment ça se traduisait. Donc, si parmi nos intervenants, il y en a qui en savent plus, parce que moi, j'ai pas la réponse. Euh, voilà, ça fait partie des petites questions sur lesquelles on n'avait pas pu répondre encore. Et puis, si vous souhaitez aussi dire quelque chose sur l'impact des process et des certifications qualité sur les modes de management et d'organisation. Voilà. Et merci encore pour celles et ceux qui ont participé et qui s'enfuient. Et puis pour celles et ceux qui partagent des ressources. Je ne sais pas si côté du CAC, vous souhaitez répondre un petit peu à ces questions-là. Alors, sur la loi 3DS, moi, je suis un peu sec. J'ai jamais vraiment travaillé ça. Je sais que l'UFISC a beaucoup travaillé ça un moment, mais je vais avoir du mal à répondre précisément. Voilà. Par contre, c'est vrai que je vois des ressources qui sont partagées là sur le chat et c'est assez chouette. Et voilà, dire que on va aussi en ajouter, notamment, il y a parmi les universitaires qui travaillent sur la question et qui sont intéressants, il y a Philippe Hainaut, hein, qui est vraiment un spécialiste de cette question-là. Et ce qu'on pourrait partager, c'est une émission sur France Culture d'1 heure où il est interviewé et qui me permet, je trouve, de vraiment rentrer bien dans cette question-là. Et puis, on parlait aussi de coopératives. Il y a, nous, un outil qu'on utilise pas mal, c'est un cahier de la SCOP Le Pavé sur la participation. Et c'est vraiment un document extrêmement riche où d'ailleurs on trouve un poster sur lequel on tombe de temps en temps sur comment se débarrasser des chefs et qui permet de penser cette question de l'horizontalité. Et, et en fait, c'est une responsabilité collective de se débarrasser des chefs. C'est pas que. Enfin voilà, c'est, euh, voilà. Bon, je vous laisserai découvrir, mais c'est une ressource précieuse qu'on va pouvoir partager. Merci beaucoup. Alors, on a des personnes qui sont en réflexion sur la réorganisation de la GDUCA en associant d'une manière encore à définir les salariés et les bénéficiaires, les personnes accompagnées, hein, puisque c'est un parcours d'accompagnement et de formation pour les primo-arrivants. Euh, et puis, euh, et puis
insinué qu'il y a un travail de discussion et d'explication du projet associatif pour qu'ils comprennent pourquoi ils nous financent et qu'on ne soit pas dans une logique de prestation, mais vraiment de partenariat avec nos financeurs. On a aussi donc un groupement d'employeurs dédié aux petites associations et, euh, et du coup qui nous propose une référence d'un bouquin C'est pour la bonne cause de Simon Quentin-Marx. Voilà. L'idée, c'est vraiment sur les groupements d'employeurs de permettre de protéger la place du salarié quand il y a souvent un salarié unique à temps partiel, etc. Et donc, des situations qui seraient plutôt loin de la managérialisation. Du côté de Floriane Dupré, le fonctionnement du coup Non, mais aussi. je peux prendre la parole si vous voulez, si c'est plus simple. Voilà, donc je veux bien. J'ai pas bien. Non, je J'ai disais plus qu'en en place. fait, donc nous, on est un CIN, on est un centre d'initiation nature-environnement à Strasbourg. Ah Et oui. en fait, on fait participer les financeurs à nos CA. Et on est plutôt dans cette partie prenante parce qu'on considère enfin, on a besoin de leur expliquer nos projets pour qu'ils continuent à nous financer, mais c'est en aucun cas pour être dépendant des financeurs, mais bien au contraire pour leur dire voilà pourquoi on a besoin de financement, voilà pourquoi on a besoin que vous fassiez partie de notre projet, et donc c'est important pour nous qu'ils fassent partie du CA. Mais voilà, en aucun cas, ils bloquent quoi que ce soit comme projet qui nous tiendrait à cœur, quoi. Et du coup, c'est un CA qui est plutôt en fonctionnement traditionnel. Euh, Ouais, il y a donc les parties individuelles avec des bénévoles qui peuvent faire partie du CA. Il y a les partenaires, donc financiers, et sinon les partenaires aussi associatifs. ok. Et bien sûr enfin bien sûr, je dis bien sûr, mais on a vu que c'était possible de pas forcément avoir ça avec un président, un trésorier et un secrétaire. Mais ça se passe très bien et pour le coup, le management, même si j'aime pas ce mot, ce terme, au sein de notre équipe se passe plutôt bien parce qu'on met en place des manières de faire qui permettent de déléguer surtout. Donc c'est pas que la directrice qui prend en charge toute la responsabilité, mais c'est plus au contraire, elle fait confiance, elle délègue, et je pense que c'est ça aussi qui est important dans une équipe de salariés pour que ça fonctionne bien, c'est que bah, le directeur ou la directrice ou la personne qui est en charge de l'association bah, fasse confiance à son équipe en tout premier lieu, qu'elle ne soit pas dans l'hyper-contrôle et qu'elle puisse déléguer facilement à son équipe la charge de travail, quoi. Hmm. Bah, c'est super intéressant. Est-ce que du coup le financeur a une voix délibérative? Ouais, oui, ils ont une voix délibérative, ouais, ouais. Ok. Mais J'ai vu ça. ils ont jamais voté contre nos projets, en fait. Donc, ouais, ça a toujours été, au contraire, pour les inclure dans ce qu'on fait. On Hmm. a pris cette décision de les mettre, et c'est depuis le début, en fait, de la création de l'association que ça se passe comme ça. Mais je suis curieuse de savoir cette loi-là de 3DS, ce que c'est exactement. Du coup, merci. Je peux intervenir vite fait. Je ne vais pas non plus éplucher et analyser la loi 3DS. Je sais juste qu'il y a en gros un texte, mais qui n'est pas très clair sur la prévention des conflits d'intérêts. En fait, ça fait suite à des cas qu'il y a eu en France où voilà, le maire, sa femme était directrice d'une association et donc du coup des votes de subvention voilà, qui questionnaient en tout cas, qui pouvaient être problématiques. Et, euh, et en gros, nous, ce qui se passe sur notre territoire, c'est que les collectivités, là, très récemment, genre aux derniers conseils municipaux et conseils communautaires, ils ont voté le fait que les élus sortent des instances associatives. Initialement, ils étaient juste invités à quitter la salle au moment des délibérations en conseil communautaire, par exemple, d'attribution de subventions. Maintenant, la consigne qui est donnée, c'est vraiment de se mettre en retrait. Donc, je pense que voilà, ça va arriver un petit peu partout.
Et nous, on a juste anticipé ça. Alors à la fois, on a anticipé ça en se disant, il faut quand même qu'on garde ce lien-là. Et du coup, on a créé une instance. Et pour le coup, nous, donc les conseils d'administration où les financeurs étaient présents, c'était quand même plus difficile pour nos administrateurs, donc bénévoles associatifs, de prendre la parole. Enfin, il y avait une espèce de gêne. C'était très, très lourd. Et c'était partagé aussi par les élus des collectivités qui disaient que bah, ils se sentaient un peu jugés, interpellés. Enfin, c'était pas confortable pour eux. Ajouter à ça le fait que ça leur demandait beaucoup de temps d'être présent à tous les conseils d'administration. Pour autant, je partage totalement votre avis, Floriane, sur l'importance de conserver un lien fort, parce qu'en fait, c'est aussi ces gens-là qui défendent nos dossiers auprès des autres élus et qui, du coup, bah, il faut qu'ils connaissent notre projet, c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je sais pas s'il y avait d'autres prises de parole, peut-être pour conclure, si notamment parmi nos intervenantes et intervenants, vous souhaitiez dire un dernier mot, comme il nous reste 5 petites minutes. Euh, je me dis qu'on peut doucement s'acheminer vers une conclusion. Oui, peut-être juste se dire qu'effectivement, ça a été dit sur l'intérêt d'avoir un espèce de recueil des situations d'échec, des cas où ça n'a pas marché, etc. Je pense que c'est effectivement hyper important. Parallèlement, on peut tout à fait imaginer ce recueil d'expériences et documenter les moments où ça marche. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, en fait, les petites pierres qui peuvent construire cette communauté apprenante. Je me dis que c'est pas impossible, peut-être sur l'impulsion de ce webinaire cet après-midi, de construire bah, une espèce de première page ressources qui appellera des développements, mais au moins, ça sera une première brique, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on aille vers ça parce qu'on a beaucoup de choses à s'apprendre nous-mêmes, acteurs associatifs. Et alors là, pour le coup, c'est pas de l'extérieur qu'on va apprendre ça. C'est pas voilà. Et c'est un vrai chantier qu'on peut commencer maintenant. Voilà, je pense que aussi par rapport à toutes les ressources qu'on cumule sur ces 2 heures-là, ça fait une bonne base et que ça permettra peut-être d'aller plus loin, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Ma collègue Marie a remis dans le chat le lien vers le site dédié à ce cycle de webinaires. Et ce site-là, en effet, c'est un site où on remet les replays de nos échanges, on remet toutes les ressources qui ont été partagées et sans doute, ça peut être un point de départ pour les travaux que tu proposes. Donc, on invite tout le monde, évidemment, à revenir vers nous, nous renvoyer des éléments. On les ajoutera à cet endroit-là et puis peut-être on réfléchira à proposer des poursuites et peut-être d'autres temps d'échange de pratique. Là, l'idée, c'était déjà de poser le cadre et de décortiquer ces questionnements de la manière de réalisation, de la gouvernance, de la question du fonctionnement démocratique, de l'organisation démocratique. Comme on le disait, c'est un cycle de 4 webinaires qui s'appuie sur les 4 composants du scénario de l'affaiblissement des maisons du monde associatif. Donc voilà, on a les libertés associatives et la marchandisation, vous avez déjà les ressources. On va partager des ressources d'aujourd'hui et on vous communiquera très très prochainement les infos sur le prochain épisode. Merci à tout le monde pour ce très bon moment et à très bientôt. Merci, À à bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.